Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 156. Alors, dans cette chronique, effectivement, j'ai beaucoup réfléchi avant de la faire. Premièrement, parce qu'il fallait que je maîtrise effectivement les ouvrages de Alexandre Zinoviev. Je les ai lus il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc, il a fallu que je replonge dedans. Et je me suis aperçu effectivement que, de sa propre bouche, hein, il reconnaît qu'il a été à un moment donné un opposant, pas au communisme, parce qu'il considérait que le communisme était trahi en URSS, mais simplement au système tel qu'il était, un peu endormi, et dont les responsables, effectivement, et sur ça je suis tout à fait d'accord avec lui, n'avaient plus, je dirais, la dynamique d'essayer de repenser une certaine forme de réactualisation du socialisme en URSS, ce qui a eu pour conséquence une des conséquences, bien entendu, de son effondrement. Bon, d'autres conséquences sont aussi présentes, mais je ne les nommerai pas, puisque de toute manière, ça ne rentre pas dans un cadre de ma chronique. Donc voilà, donc alors déjà, tout d'abord, qui est Alexandre Zinoviev? Bon, on sait pertinemment qu'il est un philosophe, un logicien, écrivain et même, sans vouloir lui faire offense, caricaturiste russe. Alors, Alexandre Zinoviev est né dans un village de la région de Kostroma en URSS, donc en Union des républiques soviétiques socialistes ou socialistes soviétiques. Et ses parents, plus particulièrement son père, est peintre en bâtiment. Bon, il émane d'un milieu ouvrier. Ils emménagent, je dirais, à Moscou. Alexandre, qui monte des grandes capacités à la réflexion, entre à l'Institut de philosophie, littérature histoire de Moscou en 1939. Ses activités clandestines de critique de la construction du socialisme lui valent d'être exclu. Il n'avait de cesse, comme je l'ai expliqué au préalable, une critique à l'égard de pas mal d'apparatchiks qui se reposaient sur leur laurier. Alors bien entendu, il est arrêté, puis s'évade. Il vit plus ou moins une année, pas dans la clandestinité, mais plus ou moins d'errance, avant de s'enrôler dans l'armée rouge, où il finit la Seconde Guerre mondiale comme aviateur décoré de l'ordre de l'Étoile rouge, ce qui n'est pas rien. Ensuite, il entre dans la faculté de philosophie de l'université d'État de Moscou en 1946, et Alexandre Zinoviev obtient en 1951 son diplôme avec mention. En 1954, il soutient une thèse de doctorat sur le thème de la logique dans le Capital de Karl Marx, puis devient l'année suivante collaborateur scientifique de l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences du RSS. Alors que les choses soient claires, Zinoviev a été récupéré par beaucoup de capitaleux voulant la destruction prononcée de l'URSS. Alors certains diront, c'était son analyse, que derrière la destruction de l'URSS, c'était surtout la destruction de la Russie. Alors ça, c'est encore une autre affaire. Zinoviev ne renie pas le fait qu'il se dit toujours marxiste. Enfin bon, maintenant il n'est plus, mais en tout cas, toute sa vie a été, je dirais, couronnée d'espoir d'une refonte du marxisme et du socialisme. Alors, continuons dans son évolution. Alexandre Zinoviev est nommé professeur et directeur de chaire de logique de l'Université d'État de Moscou en 1960 et il publie à cet égard de nombreux livres et articles scientifiques de renommée internationale. Ses œuvres majeures, ayant toutes été traduites à destination de l'Occident, souvent l'invité à des conférences à l'étranger. Et pourtant, ce qui est assez étrange, c'est qu'il décline toutes ces invitations. Alors après avoir refusé de renvoyer deux enseignants, Zinoviev est démis de son poste de professeur et de directeur de la chaire de logique. En 1976, pour avoir voulu publier Auteur béante, que je vous invite à lire. C'est un recueil de textes ironiques sur la vie en Union soviétique et la trahison déjà prononcée de certains clercs du pouvoir au socialisme.
Il se voit proposer par les organes de sécurité le choix entre la prison et l'exil. Bien entendu, avec sa famille. Il trouve, à cette dernière étape, il trouve refuge à Munich, où il accomplit divers stages scientifiques ou littéraires. Toujours est-il, c'est en cela qu'il est resté profondément socialisme, c'est qu'il est révolté par la participation de la France et de l'Europe occidentale aux opérations de l'OTAN contre la Serbie, et bien entendu dans un cadre de destruction de la Yougoslavie. Alors Alexandre Zinoviev retourne en Russie en 1999 dans un article Quand a vécu Aristote, il soutient que les récits et les écrits historiques ont toujours été de tout temps détournés, effacés, falsifiés au profit d'un éventuel vainqueur. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, je dirais, de la vie rapide, bien entendu je ne vais pas rentrer dans les détails, de cet écrivain, de ce philosophe que fut Zinoviev. Alors, effectivement, il y a eu des questions qui lui ont été posées, par exemple, pourquoi est-il rentré d'un exil aussi long? Alors, après, bien entendu, dans ces réponses qu'il a formulées, il a crité, selon lui, une puissance respectée, forte, et il a retrouvé finalement un pays ruiné, vaincu, et contrairement à d'autres, il explique qu'il n'aurait jamais quitté l'URSS s'il en avait eu le choix. Et il considère même que le fait d'avoir quitté le pays fut une vraie punition. Alors, considère effectivement que son exil en Europe du Nord est une contrainte. Il ne s'est jamais senti, je dirais, européen, lui-même le dit. Il se sent comme homo soviéticus, ça veut dire, bon, de façon peut-être un peu ironique, mais il a toujours considéré qu'il était étranger à l'extérieur, comparément à d'autres. Bien entendu, il s'est engagé à essayer de comprendre la chute du communisme et, bien entendu, le principal, je dirais, responsable également, d'une façon externe, l'Occident, et c'est pour cela qu'il a effectivement, dans tous ses ouvrages, enfin du moins les derniers, essayé, je dirais, comme principal objet d'étude et de critique à l'égard de l'Occident. Alors, bien entendu, il a une analyse tout à fait particulière, puisqu'il considère que la chute du communisme s'est transformée en chute de la Russie. Puisque selon son analyse, l'histoire russe, et Poutine l'a bien compris avec la commémoration de la Grande Guerre patriotique, où finalement l'URSS, qui peut-être pour certains a été, je dirais, un entrecrochet, un interlude sur l'histoire de la Russie, lui a bien compris que l'Union soviétique était un briquet dans l'histoire de la Russie. Et finalement, au fond, la Russie et le communisme étaient devenus une seule et même chose. Alors, bien entendu, pour lui, la catastrophe russe a été voulue et programmée, et en Occident, planifiée. Il dit, n'hésite pas à le reconnaître, puisqu'il a fait partie à un moment donné de certains cercles d'initiés, où il a coopéré à des documents, participé à des études, sous prétexte de combattre une idéologie, qui finalement, au fond, voulait absolument, pour certains, la mort de la Russie. Et selon lui, il était devenu insupportable de vivre dans le camp de ceux qui détruisaient finalement son pays, et par voie de conséquence son peuple, et finalement il déclare que l'Occident n'est pas une chose étrangère pour lui, c'est plutôt une puissance ennemie, puisqu'elle en a pris la forme et la volonté. Bien entendu, certains essayent de le rattacher à une certaine forme de patriotisme russe. Or, il s'en défend puisqu'il dit « ce n'est pas mon problème ».
il exprime, ou plus ou moins il déclare avoir reçu une éducation internationaliste, et en cela il reste assez fidèle. Alors, bien entendu, il clame également le fait que il appartient au peuple de ce pays, il en fait partie, et les malheurs que vit ce peuple sont tels que, effectivement, à un moment donné, il n'a pas pu, comme certains, les contempler de loin. Il fait une bonne analyse également, je dirais, sur la brutalité de la mondialisation et met en évidence ces choses inacceptables. Alors, contrairement aux autres dissidents, effectivement, il ne parle pas de patrie ou de revendication d'une éventuelle démocratie à l'américaine, ou une démocratie imaginaire, ou des droits de l'homme à tous azimuts, mais il déclare que pendant la guerre froide, la démocratie était une arme dirigée contre le totalitarisme, si on peut exprimer la totalité du totalitarisme communiste, mais cela avait l'avantage d'exister. On déclare également qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui que l'époque de la guerre froide a été un point culminant de l'histoire de l'Occident. Et la preuve en est, c'est que cela a permis à l'OTAN d'exister, et bien entendu, depuis l'effondrement du mur de Berlin et la fin du Comecon et du pacte de Varsovie, l'OTAN a trouvé d'autres ennemis pour justifier son existence et toujours à garder dans sa code génétique la volonté de détruire la Russie. Alors, bien entendu, pour lui, le fait d'avoir deux blocs est un bien-être sans pareil, de vraie liberté, extraordinaire progrès social, et d'énormes découvertes scientifiques et techniques, finalement tout y était. Pour lui, l'Occident se modifiait aussi presque imperceptiblement, et l'intégration timide des pays développés commençait, je dirais alors, à constituer en fait des prémices de la mondialisation et de l'économie, je dirais, voire même de la globalisation du pouvoir auquel nous pouvons assister aujourd'hui, sorte d'intégration peut-être généreuse et positive, même si elle répond par exemple à des désirs, je dirais, légitimes des nations sœurs de s'unir. Mais celle-ci, je dirais, dès le départ, a été pensée en termes de structure verticale dominée par un pouvoir supranational, ce qu'on pourrait qualifier effectivement sur oligarchie mondiale, et sans succès de la contre-révolution russe, et n'aurait pas j'aurais pu se lancer dans la mondialisation. Alors, il a une analyse assez étrange, assez étonnante sur le rôle de Gorbatchev. Alors, souvent la question lui a été posée sur est-ce que le rôle de Gorbatchev a été positif. À cette question, il répond je ne pense pas en ces termes. Contrairement à l'idée communément admise, le communisme soviétique ne s'est pas effondré pour des raisons internes. Sa chute est plus grande, hein, je dirais, puisqu'elle constitue, je dirais, la grande victoire ou la grande victoire de l'histoire de l'Occident, victoire colossale. Et il le martèle, hein, n'hésite pas à le dire, qui a permis l'instauration d'un pouvoir planétaire. Mais la fin du communisme a aussi marqué la fin de la démocratie, puisque effectivement, quand les deux blocs étaient en présence, les Américains n'osaient pas aller trop loin dans ce qu'on pourrait appeler un pouvoir unilatéral et sans partage du libéralisme capitaliste. Alors, lui, il considère que l'époque n'est pas que post-communiste, hein, elle est aussi post-démocratique, puisque, selon lui, nous assistons aujourd'hui à l'instauration du totalitarisme démocratique, ou une certaine forme de démocratie totalitaire, mais dans un paradigme et une doxa, voire une praxis bien définie, ce qu'on pourrait qualifier comme étant la démocratie américaine. Alors, bien entendu, il considère que la démocratie sous-entend le pluralisme. Et le pluralisme suppose l'opposition d'au moins deux forces, plus ou moins égales, des forces qui se combattent et s'influencent en même temps.
Et il y avait à l'époque de la guerre froide une démocratie mondiale, un pluralisme global au sein duquel coexistait le système capitaliste et le système communiste. Et même une structure un peu plus vague mais néanmoins vivante. Les non-alignés, par exemple. Et la fonction soviétique était sensible aux critiques venant de l'Occident. Et l'Occident subissait lui aussi l'influence de l'URSS par l'intermédiaire notamment de ses propres partis communistes. Bah, c'est en cela qu'il a tout à fait raison, puisqu'aujourd'hui, finalement, au fond, nous vivons dans un monde dominé par une force unique, une idéologie unique, par un parti unique mondialiste. Et la constitution de ce dernier a débuté, elle aussi, à l'époque de la guerre froide, quand des superstructures transnationales ont progressivement commencé à se constituer sous les formes les plus diverses. Sociétés commerciales, bancaires, fiscales, politiques, médiatiques. Et donc, malgré leurs différences, et surtout différences des secteurs d'activité, ces forces étaient unies par leur nature supranationale. Et avec la chute du communisme, elles se sont retrouvées aux commandes du monde, sans aucun, je dirais, sans aucun frein, sans aucun contre-pouvoir. Et les pays occidentaux sont donc dominateurs, mais aussi dominés, puisqu'ils perdent progressivement leur souveraineté au profit de ce que Zinoviev, par exemple, et je le rejoins absolument, appelle la supra-société ou supra-société planétaire, constituée d'entreprises je dirais commerciales, d'organismes non commerciaux dont les zones d'influence dépassent aujourd'hui les nations. Alors les pays occidentaux sont soumis comme d'autres, comme les autres, je veux dire, au contrôle de ces structures supranationales. Or, la souveraineté des nations était elle aussi une partie constituante du pluralisme, ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait qualifier d'une véritable démocratie, puisque dans la pluralité s'organise effectivement la fonction de la réelle démocratie. Alors à l'échelle, bien entendu, planétaire, et le pouvoir dominant actuel écrase les États souverains, et l'intégration de l'Europe qui se déroule, on peut le constater, provoque elle aussi la disparition du pluralisme au sein de ce nouveau conglomérat au profit d'un pouvoir supranational à fonction économique. Alors, il y a une chose intéressante dont la question lui est posée souvent puisqu'il a vécu à Munich, et il lui est arrivé de faire de temps en temps quelques petits voyages en France. On lui pose la question concernant le fait que, est-ce que finalement, pour lui, est-ce que la France et l'Allemagne constituent aujourd'hui des pays démocratiques ou sont-elles des démocraties? Alors là, sa réponse est dans la logique de sa pensée. Il considère que les pays occidentaux ont connu, je dirais, une vraie démocratie à l'époque de la guerre froide, pour les raisons que je viens d'invoquer. Alors, bien entendu, les partis, parce qu'il s'en explique, les partis politiques avaient de vraies divergences idéologiques, des programmes politiques différents. Les organes de presse avaient des différences marquées, puisqu'il en découlait effectivement de la pensée écrite des divergences. Et tout cela, bien entendu, influençait la vie des gens et contribuait finalement à une certaine cohérence d'une démocratie saine et en bonne santé et contribuait bien entendu au bien-être. Là, pour lui, c'est fini, c'est ce que je pense également, parce que le capitalisme démocratique est prospère, celui des lois sociales et des garanties d'emploi devait beaucoup à l'épouvantail communiste, ne l'oublions pas. Beaucoup de syndicats dans des entreprises ont réussi à avoir beaucoup d'avantages pour les employés, pour les travailleurs, pour les ouvriers, pour y compris même la classe moyenne, puisqu'ils constituaient ce que j'appelle une force d'opposition qui pouvait faire craindre le pire à ceux qui effectivement voulaient d'une façon définitive détruire le social au profit du libéral. Alors, l'attaque massive contre les droits sociaux à l'Ouest a commencé avec la chute du communisme à l'Est. Je vous renvoie
au livre de Bruno Drosky sur la grande braderie à l'Est. Et aujourd'hui, les socialistes au pouvoir, puisqu'effectivement les questions lui ont été posées au moment où les socialistes étaient encore au pouvoir, si tant est qu'on peut considérer que ce sont des socialistes, mais ça c'est un autre débat, finalement au fond, dans la plupart des pays d'Europe, menèrent une politique de démantèlement social et détruit tout ce qu'il y avait de socialiste justement dans les pays capitalistes. C'était un peu la politique de Jospin, où il y a eu énormément de privatisation. Je ne m'engagerai pas sur le chiffre à dire que Jospin a plus privatisé que Sarkozy, mais quoique. Alors il n'existe plus en Occident de force politique capable de défendre les humbles, les damnés de la terre, et l'existence des partis politiques est purement formelle ou historique. Oui, soyons logiques. C'est pas un hasard que Macron a pu créer en 2-3 mouvements son parti et accéder aux hautes charges de l'État. Alors pourtant, leurs différences s'estompent chaque jour davantage. La guerre des Balkans étant, bien entendu, tout sauf démocratique. Pourtant était menée par des socialistes, historiquement opposés à ce genre d'aventure, et les écologistes eux-mêmes au pouvoir dans plusieurs pays ont applaudi au désastre écologique provoqué par les bombardements de l'OTAN. Ils ont même osé affirmer que les bombes à uranium appauvri n'étaient pas dangereuses alors que les soldats qui les chargent portent des combinaisons spéciales. La démocratie tend donc aussi à disparaître de l'organisation sociale occidentale. Le totalitarisme financier a soumis les pouvoirs politiques. Le totalitarisme financier est absolument froid, il ne connaît ni la pitié ni les sentiments. Les dictatures politiques sont pitoyables en comparaison avec la dictature financière. Une certaine résistance était possible au sein des dictatures les plus dures. Aucune révolte n'est possible contre la banque. On le voit aujourd'hui dans le cadre des Gilets jaunes et on voit très bien les priorités ou l'accent donné par la politique Macron en direction d'une fermeté à l'égard de ceux qui luttent, je dirais, pour une vie meilleure et une certaine températion, voire même, je dirais, amicalité à l'égard de ceux qui finalement font des révoltes footballistiques. Ça c'est pour le petit clin d'œil. Alors effectivement, Zinoviev considère que le totalitarisme démocratique et fiscal et la dictature financière excluent la révolution sociale. Et il a absolument raison, puisqu'on voit bien comment aujourd'hui les Gilets jaunes, au bout, me semble-t-il, de la 37e action, sont incapables de pouvoir faire vaciller le pouvoir. Ensuite, il considère, et il fait une très très bonne analyse sur ce que je pourrais qualifier effectivement cette combinaison, puisqu'il définit mieux que moi cette fameuse combinaison entre brutalité militaire toute puissante et l'étranglement financier planétaire. Bien entendu, quand on parle des révolutions, alors je ne vais pas les nommer parce que révolution de Jasmin, révolution orange et révolution arabe, et bien finalement, toutes ces révolutions, il l'a très très bien compris, ont bénéficié du soutien venu de l'étranger. Et c'est désormais impossible, par absence de pays souverains. De plus, la classe ouvrière a été remplacée au bas de l'échelle sociale par la classe des chômeurs. Or, ce que veulent les chômeurs, un emploi, ils sont donc, contrairement à la classe ouvrière du passé, dans une situation de faiblesse, puisqu'on non seulement on leur a retiré leur outil, mais en plus on les a mis dans ce que j'appelle un système où ils sont dépendants du puissant. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que, certes, si beaucoup de systèmes à l'époque avaient une idéologie, alors elle était bien entendu imparfaite puisqu'elle reposait sur la conception sans cesse analytique et en évolution de l'individu, mais il parle des sociétés, il explique ce que peut être des sociétés post-démocratiques.
Pour lui, les théoriciens et les politiciens occidentaux les plus influents considèrent que nous sommes entrés dans une époque post-idéologique, parce qu'ils sous-entendent par idéologie le communisme, le fascisme, le nazisme, bon, etc. En réalité, l'idéologie supra-idéologique du monde occidental, développée au cours des 50 dernières années, est bien plus forte que le communisme ou d'autres idéologies que je ne nommerai pas. Et le citoyen occidental est bien plus abruti que l'était le soviétique, moyen par la propagande communiste, puisque il était aussi enclin à, je dirais, s'intéresser, s'informer, et plus particulièrement à étudier. Après, on peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais il faut reconnaître au système communiste d'avoir mis l'accent sur l'étude et sur l'importance de l'école et l'importance de l'université et de la recherche. Alors, bien entendu, la puissance des médias occidentaux est, par exemple, on ne peut pas le comparer avec celle qui, effectivement, était en vigueur, énorme, pourtant, hein, du Vatican au sommet de son pouvoir, et ce n'est pas tout. Le cinéma, la littérature, la philosophie, tous les moyens d'influence de diffusion de la culture au sens large vont dans le même sens aujourd'hui, on le voit très très bien. Il y a une sorte de pensée politiquement correcte, et je dirais même que à la moindre impulsion, ceux qui travaillent dans le domaine réagissent avec un unanimisme qui laisse penser à des ordres venant d'une source, d'un pouvoir unique. Alors il fait une analyse très très intéressante, puisqu'il n'hésite pas à ruer dans les brancards. Il dit qu'il suffit que la décision de stigmatiser Karadzic, par exemple, le leader des Serbes de Bosnie, ou un Milosevic ou un autre soit prise pour une machine de propagande planétaire, qui se mettent, je dirais, en branle contre ces gens sans grande importance. Alors qu'il faudrait juger les politiciens et les généraux de l'OTAN parce qu'ils ont enfreint toutes les lois existantes. L'écrasante majorité des citoyens occidentaux sont persuadés que la guerre contre la Serbie était juste et bonne. Nous avons dans l'histoire énormément d'éléments qui peuvent étayer ce fait, hein, la guerre contre Saddam Hussein, la première guerre avec ses mensonges, la seconde avec les armes de destruction massive, et puis je ne nommerai pas d'autres guerres, la Syrie, la Libye, quels étaient les motifs qui étaient invoqués, avec toute cette mise en place de la structure intellectualiste et effectivement médiatique. Donc, l'idéologie occidentale, pour Zinoviev, combine et fait converger les idées en fonction des besoins. L'une d'entre elles est que les valeurs et le monde de vie occidentaux sont supérieurs à d'autres, alors que pour la plupart des peuples de la planète, ces valeurs sont mortelles. Alors, effectivement, il nous interroge, il nous interpelle, il dit essayer de convaincre les Américains que la Russie en meurt. Il n'y arrivera jamais. Ils continueront à affirmer que les valeurs occidentales sont universelles, appliquant ainsi l'un des principes fondamentaux, je dirais, du dogmatisme idéologique. Les théoriciens, les médias et les politiciens occidentaux sont absolument persuadés de la supériorité de leur système. Et c'est cela qui leur permet de l'imposer au monde avec bonne conscience. Vous savez, c'est un peu ce qu'expliquait l'abbé Pierre quand il dit que ces gens, quand ils rentrent chez eux, qu'ils caressent la tête de leurs enfants et qu'ils disent « moi je suis pour le bien », l'abbé Pierre leur torqua, je voudrais leur dire cela, qu'ils ont plus de sang sur leurs mains, comparément au pauvre malheureux qui prend les armes pour se battre contre un système qui lui est imposé et qui finalement le fait mourir petit à petit. Bien entendu, l'homme occidental, porteur de ces valeurs supérieures, est donc un nouveau surhomme. Le terme est tabou, puisque de toute manière, effectivement, il y a certains thèmes dans la société occidentale qu'on ne peut pas entendre. Société de classe ou homo economicus.
Et finalement, cela revient au même. Nous sommes dans une certaine forme de ce qu'on pourrait qualifier, comme ce que disait Paul Boccara, sur une certaine forme de fascisme de marché, qui ne dit pas son nom. Alors, bien entendu, tout cela mériterait d'être étudié scientifiquement. Et la recherche scientifique, dans certains domaines sociologiques et historiques, est devenue pratiquement difficile, puisque, effectivement, ils dépendent aujourd'hui de subventions. Alors, je ne vais pas faire une analyse sur ceux qui, finalement, subventionnent certains travaux de recherche qui pourraient se retourner contre eux. Alors, un scientifique qui voudrait se pencher sur les mécanismes du totalitarisme démocratique aurait affaire à de grandes difficultés. On ferait déjà, dans un premier temps, d'ailleurs, un paria. Par contre, ceux dont le travail sert l'idéologie dominante, ne l'oublions pas, croulent sur ce qu'on appelle les dotations et les éditeurs, comme les médias, et n'hésitent pas à se les disputer. C'est le phénomène, effectivement, des experts qui sont toujours les mêmes et choisis par les médias, par exemple. Alors, bien entendu, il fait des analyses qui est fort intéressantes, et je pense que Zinoviev est quelqu'un qu'il faut lire, que je vous invite à lire. Alors, effectivement, il faut bien comprendre son évolution. Il fait des analyses sur l'Irak, des analyses sur la Serbie, sur la guerre en Europe, sur l'arsenal nucléaire, et sur le totalitarisme aujourd'hui des marchés financiers. Et donc il faut bien, quand on lit Zinoviev, il faut prendre l'ensemble de ses ouvrages, car il y a une évolution. Il analyse les choses en fonction également de l'actualité. De toute manière, je ferai d'autres chroniques sur Zinoviev qui est fortement intéressant. Je ferai aussi des chroniques sur Alexandre Solzhenitsyn, qui lui-même, vers la fin de sa vie, regrettait d'avoir autant attaqué l'URSS, car je tiens de sa bouche le fait qu'il considère qu'il avait été utilisé comme un idiot utile et qu'il n'avait absolument pas voulu ce qui s'était passé, mais malheureusement les gens ont utilisé ses travaux pour détruire le peuple russe, dont à la fin de sa vie il s'en excusait. Je ferai aussi des chroniques assez intéressantes sur certains penseurs de l'époque post-soviétique. Enfin bon, cela est à venir si le temps me le permet. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que ceux qui veulent s'intéresser à Alexandre Zinoviev, ben, je les invite à lire leurs ouvrages. Enfin, ses ouvrages, par exemple. Ses ouvrages. Et donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une petite analyse rapide sur sur la pensée zinovienne. Mais je vous invite vraiment, pour celui qui s'intéresse à l'évolution et l'explication du pourquoi, du comment, la Russie aujourd'hui est dans cette situation un petit peu multipolaire, avec un peu de soviétisme, un peu de patriotisme, certaines formes, je dirais, d'adaptation économique, puisqu'on est dans des pouvoirs adaptés. Phénomène Poutine aussi également. Zinoviev, finalement, est un peu le catalyseur et le témoin d'évolution. Et lui-même en a fait partie, et je pense que c'est important pour celui qui veut s'intéresser un peu à la partie de l'Est, lisent les ouvrages de Zinoviev, qui sont des ouvrages extrêmement clairs et qui n'ont pas besoin d'avoir, je dirais, un traducteur ou un interprétateur. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.